Dans les capsules précédentes, on a considéré le mouvement d'un oscillateur à 1 degré de liberté couplé avec son sillage, donc avec les vortex qui sont relâchés dans le sillage. Donc c'est un beau problème un peu académique, mais dans la vraie vie, on n'a pas juste des systèmes à un seul degré de liberté comme ça, on a plutôt affaire à des systèmes tridimensionnels. Et typiquement qui sont des systèmes flexibles et continus. Donc, qu'est-ce que la tridimensionnalité du problème et puis le fait que ce soit des systèmes continus plutôt qu'un système à un seul degré de liberté vont changer? Donc, premièrement, regardons l'effet de la tridimensionnalité de l'écoulement. Ce qu'on voit ici, c'est une simulation DNS 3D d'un écoulement uniforme sur un cylindre libre d'osciller. Donc, la première chose qui saute aux yeux en voyant ça, c'est à quel point c'est un système qui est tridimensionnel. Hein? L'écoulement, c'est pas juste les beaux vortex qu'on a vus dans nos plans 2D. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en 3D. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser cette complexité-là de la tridimensionnalité de façon relativement simple? Ben, c'est en considérant la corrélation spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant qu'on n'a plus qu'un cylindre ou un rond en 2D, on est rendu avec un vrai cylindre avec une troisième dimension, une dimension Z. Ben là, ce qu'on pourrait faire, c'est venir, par exemple, mesurer une certaine quantité dans le sillage de notre objet, que ce soit la vitesse de l'écoulement à un endroit ou la pression. Et comme on est dans le sillage, puis il y a des tourbillons qui sont relâchés, ben on obtiendrait un signal qui fluctue dans le temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même mesure au même endroit dans le sillage, mais à une coordonnée Z différente, donc un peu plus loin le long de notre cylindre. Et donc, on va venir faire cette même mesure-là, on va avoir un deuxième signal. Donc, la corrélation spatiale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de venir comparer ces deux signaux-là ensemble. Donc, en faisant la moyenne temporelle des signaux multipliés divisé par la moyenne temporelle, la racine carrée du carré de la moyenne temporelle. Et ça va nous donner une valeur qui va varier de -1 à 1, qui va être notre corrélation spatiale. Donc, si on a une corrélation de 1, ça veut dire qu'on a une corrélation parfaite, ça veut dire que nos deux signaux sont identiques. Si on a une corrélation de -1, ça veut dire qu'on a deux signaux qui sont parfaitement anticorrélés, ça veut dire qu'ils sont identiques mais opposés en signe. Et si on a une corrélation de 0, ben, ça veut dire que on a des signaux qui sont complètement décorrélés, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont complètement indépendants. Et après ça, ben, on peut avoir des valeurs entre les deux. Donc, considérons d'abord un cylindre fixe. Donc ici, un cylindre qui ne vibre pas. Donc le 0 ici, ça fait référence au fait que c'est un cylindre qui bouge pas. Et on va considérer sa corrélation spatiale en fonction de l'espace entre les deux points auxquels on vient faire la mesure de corrélation. Donc si on prend un espace entre nos deux mesures qui est nul, donc on mesure 2 fois notre signal au même endroit, bon, évidemment, on va avoir une corrélation parfaite. Après ça, ben, si on vient espacer nos deux mesures de 1 diamètre le long de notre objet, ben, on voit que la corrélation diminue. Si on se rend à 2 diamètres, ça diminue à 0,5. Si on dit 3 diamètres, 4 diamètres, 6, etc., ben, on voit là, que rendu à peu près 7, au-delà de 7 diamètres, nos signaux sont décorrélés. Ça veut dire que alors qu'à un point sur le cylindre, on a un tourbillon qui est lâché, ben, à 7 diamètres plus loin, ben, on était peut-être déjà avec le tourbillon qui était déjà rendu ou qui était en train de partir un peu de l'autre côté. Donc, les tourbillons sont décorrélés l'un de l'autre au-delà de 7 diamètres sur un cylindre fixe. Dans ces conditions d'écoulement-là, à ce nombre de Reynolds-là. Après ça, ben, si ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre cylindre, puis on vient le forcer un tout petit peu, on vient le faire vibrer.
dans ce cas-ci, avec une amplitude qui est toute petite, là, de 4% du diamètre du cylindre, on vient faire vibrer notre cylindre. Et puis là, tout de suite, la corrélation spatiale, pop, elle augmente. Si on passe de 0.4 à 0.8, ça augmente encore plus. Si on est rendu à 12,5% d'amplitude de vibration, ben là, on voit là, que même rendu à 8 diamètres, on est encore à 0.7 de corrélation dans nos signaux. Donc, le mouvement du cylindre vient grandement corréler l'écoulement. Et puis ça, en fait, ça nous rassure, ça nous réconforte un peu dans notre modèle d'oscillateur-sillage qu'on a vu dans le transparent précédent, en fait. Comme nous, c'est un modèle 1D, ou d'écoulement avec un seul degré de liberté pour notre sillage, ben on peut voir notre oscillateur-sillage comme, dans le fond, une intégration de l'effet de la portance du sillage sur une certaine longueur du cylindre. Et donc, si notre sillage est complètement décorrélé, ben, il va avoir une très faible portance parce qu'au moment où elle est vers le haut à un endroit, elle va être vers le bas dans un autre endroit. Alors que si le cylindre vient qu'à vibrer, ben là, le signal va se corréler beaucoup et donc là, toute la portance va être dans le même sens et donc la valeur de portance qu'on va mesurer va devenir plus appréciable. Donc, premier effet, l'effet de 3D. Deuxième effet qu'on va considérer ici, c'est celui du système continu. Donc, jusqu'à présent, on considérait un cylindre monté sur ressort, ce qui veut dire qu'il y avait juste 1 degré de liberté, donc il pouvait juste bouger dans la direction transverse. Mais dans les faits, dans les vraies applications, si on regarde par exemple les différents risers ou les câbles, les tuyaux qui partent du fond marin puis qui remontent à la surface, mais c'est des systèmes continus, donc c'est des cordes tendues, c'est des poutres, c'est des systèmes qui ont une infinité de degrés de liberté. Et en plus, ben, ils ne sont pas nécessairement sujets à une vitesse d'écoulement uniforme. Donc, le fond marin ben, va agir comme une surface, donc on va avoir une couche limite. Donc, la vitesse des courants marins va varier selon la profondeur. On va se retrouver avec un profil de vitesse en U qui va être fonction de Z. Donc, je vous suggère qu'on adopte l'approche de Rémi Violette, qui a développé durant sa thèse. Donc, ce qu'il a proposé, c'est partir d'un système à 1 degré de liberté qui a une seule fréquence naturelle. Après ça, on peut passer à un système continu qui a une infinité de degrés de liberté. Donc, on pense par exemple à un tuyau qui est tellement long, tellement mince, qui se comporte un peu comme une corde tendue. Et donc, notre corde tendue va avoir différents modes de vibration. Donc, un premier mode de corde, après ça, ensuite, toutes les harmoniques avec les modes plus élevés. Donc, notre système a 1 degré de liberté, il y a une seule fréquence naturelle, puis notre système continu, lui, il y a une infinité de degrés de liberté. Le vrai système, en plus de ce nombre de degrés de liberté-là, ben, il va aussi être soumis à une vitesse d'écoulement qui varie sur sa longueur. Donc, il y a toute une complexité qui vient apparaître avec ça, là, parce que si la vitesse varie tout le long, ça veut dire que la fréquence du lâcher tourbillonnaire va varier avec la vitesse, donc elle va être différente de haut en bas sur le cylindre. Il y a plusieurs modes, toutes avec des fréquences naturelles différentes. Donc, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir plusieurs plages d'accrochage possibles, avec plusieurs vitesses, plusieurs lâchers tourbillonnaires. Donc, on a beaucoup de possibilités en termes de complexité. Donc, ce que Rémi Violette a fait, c'est qu'il a utilisé le modèle d'oscillateur-sillage, le même qu'on a développé dans la capsule précédente. Mais là, il l'a appliqué à une corde tendue. Donc, en le mettant à au nœud tout le long de cette corde tendue-là. Et ensuite, ben, il est venu soumettre cette corde tendue-là à un écoulement cisaillé. Ça veut dire à une vitesse d'écoulement qui augmente à mesure qu'on se déplace en Z. Et donc,
ce qu'ils ont trouvé, c'est que il y avait notamment deux modes prépondérants dans ce cas-ci particulier. Un premier mode étiqueté P ici, parce que c'est une onde propagative. Puis un deuxième mode ici, un mode S, qui, lui, est une onde stationnaire. Et qu'est-ce que ça fait sur la dynamique, tout ça? C'est représenté un peu ici à droite avec un graphique en couleur où on a les amplitudes de vibration en fonction du temps adimensionnalisé, et puis le long de la longueur de la corde. Donc, plus on se déplace par ici, plus on avance dans le temps, puis ici, on est le long de la corde. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est que si on regarde le bas de la corde tendue, là, on voit des isolignes d'amplitude. Et donc, on voit qu'on passe de basse amplitude, haute amplitude, basse amplitude, haute amplitude. Donc, en avançant dans le temps, les vibrations se produisent avec une onde stationnaire qui est à basse fréquence. Alors que plus haut dans le milieu de la corde, là, on voit que les isolignes d'amplitude, elles sont toutes inclinées, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les sommets d'amplitude vont être advectés vers le bas, vont translater pour déplacer, en fait, les endroits où l'amplitude va être maximale le long de la corde. Donc, c'est un peu comme une corde à danser qu'on fait vibrer comme ça. Là. Donc, on va avoir les sommets d'amplitude qui vont se propager. Donc, en venant combiner l'effet tridimensionnel de l'écoulement avec sa variabilité le long de l'axe de notre cylindre, on voit que ça ajoute beaucoup de complexité dans la dynamique d'un système de vibration induite par vortex. Et donc, avant de vous laisser aller, je voulais terminer en revenant sur la première chose qu'on a faite en parlant des vibrations induites par vortex, c'était parler des virures. Donc, les virures, vous vous souvenez, c'est les strakes ou les trucs hélicoïdaux qu'il y a tout le tour des cheminées pour les empêcher de vibrer avec les vibrations induites par vortex. Et donc, je voulais qu'on explique comment ça fonctionne. Donc, de façon simple, les virures, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la cohérence de l'écoulement. Hein? On a vu que le long du cylindre, il y avait une cohérence dans l'écoulement. Donc, les virures, ce qu'elles font, c'est qu'elles brisent la cohérence de l'écoulement. Donc, on le voit un peu ici dans des images sur une visualisation d'écoulement. Donc, on a un cylindre lisse en haut avec des beaux tourbillons bien définis. Et dans l'image plus à droite, lorsqu'on vient ajouter les virures, on voit que l'écoulement est beaucoup moins propre, les tourbillons sont beaucoup moins nets. Ce qu'on verrait aussi, c'est que lorsqu'on vient voir une vue en plongée du dessus, ce qu'on voit ici, c'est que l'écoulement est bien corrélé. Hein? C'est-à-dire qu'on voit les pics de fumée qui passent tous un après l'autre. Alors que avec les virures, on voit que ça vient vite tordu et la fumée se mélange beaucoup plus. Donc, l'écoulement est beaucoup plus décorrélé. Donc, comment ça fonctionne les virures? Ça décorrèle l'écoulement, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de portance sur la cheminée, ce qui fait qu'il y a des vibrations beaucoup moins importantes. Donc, les virures, c'est une solution qui existe, mais les vibrations induites par vortex, c'est un problème majeur dans beaucoup d'industries, notamment tout ce qui est offshore. Et il y a vraiment énormément d'inventions qui existent. Si vous allez sur Google Patents, par exemple, et vous cherchez Vortex Induced Vibration, vous allez trouver toutes sortes d'inventions pour essayer d'amenuiser les vibrations induites par vortex. Donc ici, on en a vraiment toute une panoplie d'exemples. Et pourquoi est-ce qu'on continue d'essayer de développer des nouveaux exemples de systèmes pour atténuer les VIV? C'est qu'en ajoutant des virures, on fait pas juste décorréler l'écoulement puis tuer les vibrations induites par vortex, on ajoute de la traînée sur notre système.
Donc, si on a une structure puis on vient ajouter de la traînée, ben, il va falloir dimensionner la structure en fonction de ça. Et donc, lorsque vous dimensionnez des énormes plateformes pétrolières ou des risers ou des choses comme ça, ben, puis vous êtes obligé d'ajouter de la traînée avec les virures, ben, vous êtes obligé de les rendre plus fortes encore, donc ça les rend encore plus dispendieuses, etc. Et signe de ça, qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, les virures, ça amoindrit les vibrations induites par vortex, mais ça augmente la traînée. Donc, on a un exemple ici d'une cheminée qui s'est effondrée pendant le cyclone Larry en Australie. Donc là, c'est pas les vibrations induites par vortex qui ont causé sa perte. C'est tout simplement sa traînée, les ventés très, très fort. Et puis, ben, les virures ont pas aidé dans ce cas-là parce que les virures augmentent la traînée. Et donc, ça potentiellement nuit plus qu'autre chose.